Bien, alors je ne sais pas si vous avez entendu, c'était des applaudissements. C'est un bruitage que j'ai trouvé sur PowerPoint pour couvrir le grésillement de début. Sur la vidéo de 5e, j'ai cru que ça avait marché, ça n'avait pas marché. Là, j'espère que ça a marché. Vous pouvez remarquer que nous avons changé de fond d'écran avec un superbe planisphère. Alors très intéressant ce planisphère, je vais aller chercher le pointeur laser, voilà. Très intéressant parce que ce planisphère, vous voyez qu'il est pas très précis du tout. Par contre, c'est écrit trop petit, je n'ai pas réussi à lire la date de sa création, mais vous pouvez voir que l'Amérique a été à peine découverte. On ne reconnaît pas du tout la forme de l'Amérique du Nord. L'Amérique du Sud est à peine esquissée. Ceci étant dit, on peut quand même remarquer que Cuba ici et l'île de la Hispaniola sont assez bien représentées. Les Antilles, d'une manière générale, la côte du Venezuela et de la Colombie sont assez bien tracées. Le Brésil, c'est pas trop mal. Après, tout le reste est très très mal représenté par manque de connaissances. Vous pouvez voir qu'à cette époque-là, les Européens, puisque c'est une carte européenne, connaissaient assez bien la Méditerranée, qui a une forme tout à fait correcte. La mer Noire est pas mal représentée. L'Espagne, la France sont assez bien représentées. L'Angleterre aussi. Du côté de la Scandinavie, c'est moins bien déjà, hein, c'est beaucoup moins bien. Vous pouvez remarquer aussi que les Européens avaient déjà fait au moins le tour de l'Afrique, c'est-à-dire les Portugais, hein, puisqu'on en a une représentation assez fidèle. La péninsule arabique est bien représentée, et disons que si je trace un trait comme ça, là, eh bien, à l'est de ce trait, c'est beaucoup moins bien connu. On a du mal à reconnaître l'Inde, on a du mal à reconnaître la Chine, c'est très brouillon. Les deux zones sont présentes, mais très très mal représentées. Elles étaient à peine découvertes par les Européens à cette époque-là. Donc là, le voyage de Christophe Colomb a déjà été fait. Il a déjà bien exploré les Antilles, il a déjà bien exploré la côte d'Amérique centrale et du Venezuela. Quelqu'un est allé visiter la côte du Brésil, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Bon, ça c'était une petite introduction très rapide. Et voici le titre El Descubrimiento de América, sur lequel nous allons travailler à partir de maintenant pour la vidéo numéro 17. Alors il s'agit maintenant du travail à faire à partir du mardi 26, donc même chose comme d'habitude, hein, c'est-à-dire il faut vous organiser, faire en fonction du temps que vous avez. Ceci étant dit, il y en a certains qui ne m'ont toujours pas rendu la petite évaluation que j'ai demandé, que j'ai envoyée sur format PDF, et j'aimerais bien que tout le monde me la renvoie. Hein? Ouais, on va rester aimable. Bon. Alors, ensuite, j'ai cliqué, il ne se passe rien. Ah si, mais c'est caché, parce que moi, ici, à ce niveau-là, j'ai une petite fenêtre qui m'indique à combien je suis de mon enregistrement, et juste dessous, moi je ne le vois pas, mais vous devez le voir, il y a un petit drapeau français, parce que je vais vous donner des explications pour commencer en français. Donc voici la vidéo sur laquelle nous travaillons, avec le lien que je mettrai en description sous la vidéo si je fais bien mon travail, et j'essaierai de faire apparaître quelque part par là une petite étiquette pour que vous puissiez cliquer dessus directement depuis cette vidéo pour voir la vidéo d'origine sur laquelle nous allons travailler. Donc l'étape numéro 1 pour vous, ça va être de voir cette vidéo en entier, hein, de la voir une fois, de bien l'écouter, d'être bien attentif, de bien observer pour pouvoir travailler la suite plus facilement. Donc je vais vous demander de faire pause à partir de maintenant, là, tout de suite, pause, bim. Pendant ce temps, je vais en profiter pour tousser pendant que vous n'écoutez pas. Bien. Donc normalement, vous êtes revenu de la vidéo et nous allons passer à la suite. Et on va commencer par présenter le document, ce qui me semble assez logique. Tout simplement parce que il faut déjà placer un certain nombre d'informations pour savoir exactement de quoi l'on parle, si c'est un reportage, si c'est une fiction, parce qu'on ne va pas en tirer tout à fait les mêmes conclusions. Pour présenter le document, je vais vous demander quel tipo de documento estudiamos, donc question simple, quel type de document étudions-nous. Estudiamos est un des équivalents de on
en espagnol. Vous savez que on est une notion qui n'existe pas en espagnol. On peut en trouver des équivalents avec première personne du pluriel, à condition que vous fassiez partie du groupe en question. Donc quand je dis quel type de document est-ce qu'on étudie, alors là, ce on étudie, vous faites partie du groupe en question, donc vous pouvez utiliser la première personne du pluriel. Vous pouvez utiliser la troisième personne du pluriel à une condition de ne pas faire partie du groupe en question. Par exemple, au Brésil, il parle portugais, au Brésil, on parle portugais. En espagnol, vous utiliserez une troisième personne du pluriel. Il y a une troisième façon de traduire on, que nous avons déjà vu en leçon, mais sur laquelle je ne reviens pas tout de suite, ça compliquerait les choses. Et pour vous aider, je vous ai mis cette petite image ici. Deuxième question, ¿cómo se titula el video? Comment s'intitule la vidéo? Attention, c'est un masculin en espagnol. Là, ici, vous avez des solutions. Ensuite, ¿cómo se llama el canal? Comment s'appelle la chaîne? Quand on dit Canal+, par exemple, en fait, on fait une référence à une chaîne de télévision. Et vous avez ici une petite icône pour vous aider. ¿De quién habla? De qui parle la chaîne? De qui parle la vidéo plutôt? ¿De quién habla el video? Vous pouvez reprendre el video dans votre réponse, c'est tout à fait possible. Et très bien représenté, franchement le portrait est très très ressemblant. Vous avez ici la réponse. Et enfin, en qué época se situaba? Ah, petit changement au niveau du temps. Ici, vous avez un imparfait. D'accord? Parce que mon sujet, ça va être sous-entendu l'action. À quelle époque se situait l'action? On parle au présent pour tout ce que vous avez actuellement sous les yeux, le type de vidéo, le titre de la vidéo, la chaîne, mais dès que l'on passe à l'intérieur de l'histoire et de ce qui se passait, à ce moment-là, on va utiliser l'imparfait. À quelle époque se situait l'histoire, par exemple? Bien, alors maintenant je vais vous proposer le petit exercice suivant. Vous allez répéter après moi les différentes questions, histoire de vous entraîner. On va commencer même ici, là. Vous répétez après moi quand je vous fais signe. Etapa numéro 1, ver el video. Je vous ai fait signe. Si, non, bon. Oh, répétez après moi. Etapa numéro 1, ver el video. À vous. Très bien. Pregunta número 1. ¿Qué tipo de documento estudiamos? À vous. Pregunta número 2. ¿Cómo se titula el video? À vous. Alors, il existe deux prononciations et deux orthographes pour vidéo en espagnol. Vous pouvez avoir cette écriture-là avec comme prononciation video. Et vous pouvez avoir aussi une autre orthographe avec un accent écrit ici, un tilde. Et à ce moment-là, ça se prononce video. J'ai trouvé les deux. Ensuite, pregunta número 3. Vous répéterez quand je vous le dirai. ¿Cómo se llama el canal? À vous. Pregunta número 4. ¿De quién habla? À vous. Pregunta número 5. ¿En qué época se situaba? À vous. Bien, alors maintenant, normalement, j'ai un drapeau espagnol qui doit apparaître. Voilà. On va passer à la même chose, exactement la même chose, sauf que je vais vous donner les explications en espagnol. Ah, j'arrive à tourner en faisant un angle. Ah ouais, ça c'est bien, ça, je suis très fort. Bien, allez, c'est parti. Bueno, pues vamos a proponer aquí trabajo a partir del martes a 26 de mayo de 2020 y vamos a trabajar sobre un documento que se titula El descubrimiento de América. Y para ver este documento, pues tenéis aquí el vínculo de internet. Normalmente el vínculo va a aparecer debajo del vídeo en la caja de comentarios, si hago mi trabajo correctamente. Entonces normalmente tenéis que hacer pausa aquí, pero ya está hecho en francés, para ir a ver el vídeo.
Es la etapa número 1. Ah, sí, a propósito, hay dos ortografías para la palabra video, sí, y dos pronunciaciones. Se puede pronunciar el video, y si hay un tilde aquí, se pronuncia el video. Existen las dos opciones, ¿eh? Yo encontré las dos en internet y particularmente en YouTube. Bueno, vamos a presentar el documento por ahora, a saber, este pequeño video que está aquí. Bien, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 preguntas a propósito de la presentación del documento. Es importante presentar el documento porque así sabemos dónde están las cosas, de qué hablamos, si es un reportaje, si es un dibujo animado, si es una película. Las cosas son diferentes, no se puede hablar de la misma manera de un reportaje, de un dibujo animado, etcétera, etcétera. Entonces tenemos diferentes preguntas. Tenemos la pregunta número 1, ¿qué tipo de documento estudiamos? Y para ayudar tenéis aquí una pequeña imagen que muestra el tipo de documento particularmente que tenemos aquí a base de un dibujo que se puede ver muy bien. Pregunta número 2, ¿cómo se titula el video? Y para el título es muy fácil, es evidente porque aparece dos veces, primera vez aquí y segunda vez aquí en esta imagen del video. Luego tenemos la pregunta número 3, ¿cómo se llama el canal? Funciona un poco como para la televisión. En YouTube existen diferentes canales, como en televisión existen diferentes canales. En España existe Canal Plus. Existe en España un Canal Plus, sí, bastante curioso. Es el mismo, en fin, es el Canal Plus francés que se exportó a España. Y para el nombre del canal tenéis aquí este pequeño icono que indica el nombre. Entre inglés y español, el nombre del canal con su pequeño símbolo. Primera pregunta, ¿de quién habla el video? Habla, que en francés ha dado bla bla. Y tenemos esta persona, un retrato aquí, que es un retrato muy parecido de ese personaje célebre de la historia, que ha realizado una hazaña marítima absolutamente excepcional. Es uno de los personajes históricos más importantes en la historia de la humanidad. Bueno, la verdad es que tiene unos ojos que dan miedo. Y aquí otro. Bueno, y la oreja, aquí mira cómo está la oreja. Mira la oreja. Qué fea, qué fea. Y no tiene barbilla, no tiene nada, nada. Y las cejas y la nariz está completamente torcida, pero qué feo, Dios mío. Menos mal tiene pelo, sí, el pelo está hecho correctamente, pero es un poco raro. Y tiene una sonrisa ahí un poco boba, un poco tonta la sonrisa, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y última pregunta, por fin, ¿en qué época se situaba? Sí, entonces cuidado, aquí tenemos un tiempo diferente. Aquí tenemos presente, 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 pero este tiempo es un pasado, un imperfecto, porque hablamos de una época antigua, vieja. Lo que está en el vídeo, la historia del vídeo, se hace en pasado, no en presente. Y tenéis aquí un pequeño mapa del mundo como lo imaginaban en la época. Es decir, que faltaba América. América no estaba. Esto se supone que es Japón y esto se supone que es China. Es una representación bastante deficiente. Bien. Je vous reparle en français? Bon, allez. Ah, pour de la grammaire. Ah, ça c'est bon ça. Alors, on va voir que vous allez avoir besoin essentiellement de deux temps. L'imparfait et le passé simple. Et il va falloir jouer sur les deux temps. Vous n'allez pas pouvoir vous contenter de l'un ou de l'autre, parce que les deux fonctionnent ensemble, ils n'ont pas la même utilisation. Alors, l'imparfait permet de raconter tout ce qui se passait pendant l'histoire. Et ce qui est important, c'est ce qui est en jaune ici, ce passé.
Bon, c'est pas compliqué jusque-là, hein, vous allez fonctionner comme en français. Je vous ai mis ici la construction de ce temps. Vous prenez le radical du verbe. Pour trouver le radical du verbe, vous partez de l'infinitif. Vous enlevez la terminaison de l'infinitif, vous gardez ce qui reste et vous rajoutez après les terminaisons qui se trouvent là. Pour les verbes en AR, ce sont ces terminaisons-là. Pour les verbes en ER, ce sont ces terminaisons-là, qui sont exactement les mêmes que les terminaisons pour les verbes en IR. Donc en réalité, vous avez deux séries de terminaisons à connaître. En plus, vous vous rappelez qu'il y a des choses extrêmement simples. Vous voyez que dans les deux cas, vous avez A. Ici, c'est précédé de AB, ici, c'est précédé de I. Mais sinon, vous avez A, As, A de nouveau, Amos ici, Ice là, Anne là et Anne là. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est que toutes ces terminaisons que je viens de vous donner sont précédées pour les verbes en AR de A, B et pour les verbes en ER et en IR de I. D'accord ? Et en plus, ce sont des terminaisons qui souvent ressemblent beaucoup aux terminaisons du présent de l'indicatif. Hein. J'en avais fait un cours là-dessus, je vous ai expliqué que c'était extrêmement simple et facile. J'espère que vous vous en souvenez. Ensuite, le passé simple, à quoi sert-il? Eh bien, le passé simple est utilisé pour tout ce qui se passa pendant l'histoire. Ah, vous l'aimez pas ce temps-là parce que c'est un temps qui est très souvent réservé à la littérature. Et en plus, ça pose un autre problème, c'est que en littérature, quand on vous raconte, quand vous lisez un roman, on va utiliser le passé simple et en général, on va l'utiliser à la troisième personne du singulier ou du pluriel pour parler de ce que firent les personnages, pour parler des différentes actions qui se passèrent en ce temps-là et vous raconter l'histoire. C'est beaucoup plus difficile dès qu'on cherche la première personne du singulier du passé simple, la deuxième personne du singulier, etc. etc. Bon, pour être très franc, même moi, des fois, il faut que je réfléchisse pour certaines personnes au passé simple. Ça peut sembler des fois un petit peu bizarre, simplement par manque d'habitude. Mais bon, en espagnol, ça ne pose aucun problème, c'est d'une utilisation fréquente. Les Espagnols l'utilisent très facilement, ça n'est pas réservé à la littérature. Les constructions sont les suivantes, même chose, vous partez du radical, vous rajoutez des terminaisons en fonction du groupe et de la personne, et vous avez ici pour les verbes en AR, les terminaisons et, aste, o, amos, asteis, aron. Attention, là, il y a deux accents que vous ne devez pas oublier. Vous ne devez pas oublier l'accent sur le E de la première personne du singulier, vous ne devez pas oublier l'accent sur le O de la troisième personne du singulier. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si vous oubliez l'accent, vous allez changer de temps, de personne et parfois même de mode. Donc c'est une faute de grammaire grave. Alors je ne dis pas que ce soit bien d'oublier l'accent écrit ici, là, ici, ou là, mais ça c'est la même chose que là. C'est pas bien de les oublier là, mais disons que on reconnaît quand même, malgré tout, le temps, la personne, ça ne pose pas d'autres problèmes que ça. Par contre, là, ici, là, si vous oubliez l'accent écrit, là, c'est grave, je compte une faute. Vous pouvez remarquer ici que les terminaisons sont les mêmes pour les verbes en ER et en IR, donc vous avez en réalité deux séries de terminaisons à connaître, et vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de points communs. Le aste ressemble beaucoup au iste, de même que le asteis au isteis et le aron au hieron. Donc vraiment assez facile à retenir. Donc là je vous ai fait un petit condensé très bref, très rapide du passé simple. Moi-même j'ai essayé de parler vite pour que ça ait l'air plus facile et moins long. Vous pouvez remarquer quand même qu'il y a un espace vide ici et un espace vide là. C'est pas un hasard. Parce que voilà, il faut, pour pouvoir bien utiliser l'imparfait et le passé simple, non seulement connaître la construction, mais il faut savoir aussi les utiliser. Alors l'imparfait en général ne pose pas de problème. L'imparfait va être utilisé pour une habitude passée. Par exemple, vous pouvez dire, je donne l'exemple en français, parce que ça fonctionne de la même façon dans ce cas-là, en 5e, on avait cours d'espagnol le lundi. Sous-entendu, on avait d'habitude
cours le lundi. Donc ça indique une habitude passée. L'imparfait, peut aussi indiquer une action qui durait. Par exemple, vous pouvez dire, en 5e, on avait cours d'espagnol le lundi, et le professeur expliquait longuement les règles de grammaire. Il expliquait longuement. Alors là, le longuement plus l'imparfait vraiment insiste sur le fait que ça durait. Petit espace vide ici, pas pour longtemps, voilà. Alors le passé simple, lui, à quoi sert-il? Eh bien, il sert à parler d'un instant bref du passé. Exemple, si vous dites, je sais pas moi, le personnage se promenait dans la rue, soudain il tomba. Alors là, le fait d'utiliser le passé simple pour le verbe tomber accentue l'impression de brièveté et donc de violence, de soudaineté et de surprise. Donc le passé simple va être utilisé dans ce cas-là pour quelque chose de bref. Mais il peut être aussi utilisé lorsque la durée n'a aucune importance. C'est assez curieux, mais justement dans le cas qui nous intéresse, ça peut être utilisé comme ça. Vous pouvez dire Christophe Colomb en 1492 traversait l'Atlantique pour aller en Amérique. Là, vous insistez sur le côté imparfait, c'est-à-dire sur le côté durée. C'était une action qui durait. Il a, pendant plusieurs semaines, navigué pour traverser. Très bien. Mais vous avez le droit de dire aussi, en 1492, Christophe Colomb traversa l'Atlantique pour aller en Amérique. Et là, par contre, dans cette phrase-là, vous utilisez le passé simple parce qu'en fait, la durée n'a aucune importance. La seule chose qui compte, c'est que ce soit une action passée. Donc vous voyez qu'il y a différentes nuances dans l'utilisation de l'imparfait et du passé simple. Je ne réexplique pas les choses, éventuellement vous repassez la vidéo pour réécouter les explications, vous retrouvez les cours qu'on a fait ensemble, et si jamais ça ne va pas, à ce moment-là, un petit mail et je vous réexplique tout ça par écrit. Voilà, donc les deux choses qu'il va falloir bien utiliser ici, c'est le rôle de l'imparfait et du passé simple. Imparfait pour une habitude passée ou pour une action qui durait, passé simple pour une action passée brève ou pour une action passée dont la durée n'a aucune importance. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, alors je vais vous donner une petite astuce, une petite indication. Reverso offre une possibilité, offre plusieurs possibilités de traduction, de dictionnaire, de contexte, de grammaire, de synonymes et également de conjugaison. Alors supposons que vous cherchez un mot de vocabulaire, par exemple le verbe aller, vous cherchez le verbe aller, vous trouvez que ça se dit ir et vous vous dites oula, ce verbe-là, si ça se trouve, il est irrégulier. Vous pouvez avoir ce problème-là. Est-ce qu'il est irrégulier? Bon, on va faire une petite vérification. Vous tapez ir dans reverso conjugaison, vous mettez bien la langue ici espagnole, vous cliquez sur conjuguer et vous allez avoir apparaître un certain nombre de temps avec le verbe conjuguer au-dessous. Alors il faudrait faire défiler, hein, là c'est simplement une capture d'écran, vous en avez plein d'autres au-dessous. Alors attention, vous avez des pronoms sujets ici, mais attention, ce sont des pronoms sujets facultatifs, c'est pour ça qu'ils sont en gris clair. On n'est pas obligé de les utiliser, yo ne veut pas dire je, yo signifie moi, toi, lui, elle. Ce UD ici, c'est l'abréviation de usted, U-S-T-E-D, qui, je vous le rappelle, est la forme de politesse en espagnol. En espagnol, au lieu de vous voyez quelqu'un pour être poli, on utilise la troisième personne du singulier pour une personne, du pluriel pour plusieurs personnes. Et vosotros, qui se trouve ici, la deuxième personne du pluriel, c'est le pluriel de tout, c'est-à-dire que c'est un tutoiement au pluriel. Quand je m'adresse à toute la classe, j'utilise vosotros parce que je vous tutoie tous individuellement et collectivement aussi je vous tutoie, donc tutoiement pluriel. Par contre, là vous avez le présent que vous allez utiliser pour parler de la vidéo elle-même.
Donc vous pouvez vérifier ici que votre verbe est correctement conjugué. Ici, pretérito imperfecto signifie simplement imparfait. En français, on dirait imparfait. On est à l'indicatif, donc ça va. Imparfait. Pretérito imperfecto, imparfait. Donc si vous avez un verbe à conjuguer à l'imparfait, vous vérifiez ici. Et effectivement, le verbe aller, moi j'allais, toi tu allais, est un verbe irrégulier. Iba, ibas, iba, ibamos, ibais, iban. Et c'est le verbe complet là, ce n'est pas simplement la terminaison, c'est le verbe complet. Donc vraiment très très bizarre, très irrégulier. Là vous avez un futur, mais en fait, le futur, étant donné le document que nous étudions, vous n'allez pas l'utiliser, et il faudra aller chercher un petit peu plus bas ce que les Espagnols appellent le pretérito perfecto simple, qui est en réalité le passé simple, avec les formes qui sont ici. Fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. Je répète, fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. Voilà. Alors c'est un petit peu plus bas, hein. Il faudra utiliser la molette sur le côté pour déplacer la page, et vous le trouverez un petit peu plus bas. Vous voyez, Google Traduction, bon, c'est très bien. Reverso a cet avantage-là de pouvoir vous donner les conjugaisons. Je vous le répète encore une fois, quand vous faites un devoir à la maison par informatique, ne rentrez pas dans Reverso ou dans Google Traduction toute la phrase qui vous sert de réponse. Ça ne vous sert à rien, vous ne ferez aucun progrès en faisant comme ça. Vous pouvez chercher le vocabulaire qui vous manque, et ensuite vous récupérez le nom commun, l'adjectif, le verbe que vous avez trouvé, et vous-même, vous construisez votre propre phrase. Et là, vous allez apprendre à construire des phrases en espagnol. Et voilà l'image que vous préférez, puisqu'elle annonce la fin. Et j'ai mis un bateau qui tourne parce que je sais pas. Ah si, je sais. J'ai pas trouvé le voilier de Christophe Colomb. Enfin, les 3 voiliers avec lesquels Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Il y avait la Niña, la Pinta et la Santa Maria, qui était le bateau de Christophe Colomb. Et en même temps, j'ai habilement caché la petite coccinelle qui était collée sur la porte de l'armoire dans notre salle de classe et que l'on pouvait voir dans les vidéos précédentes. Voilà, je vous souhaite maintenant bon courage pour faire ce travail à partir du mardi 26 et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.